Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno01net et bienvenue pour ce nouveau numéro du Grand Talk, en Grand Talk exceptionnel puisque nous sommes au Paris Games Week, le grand rendez-vous du jeu vidéo annuel ici à Paris, porte de Versailles, et on vous réserve un duel au sommet entre deux grands monstres du jeu vidéo. Salut Jérôme. Salut François, bonjour à tous, et oui, regardez ce que nous avons devant nous sur la table. Ce qui vous fait envie depuis des mois, elles sont là. Et c'est ce que je vais prendre à la fin de ce talk d'ailleurs. Nos invités ne le savent pas encore, mais je vais les prendre. La Xbox One qui sort très bientôt et la PlayStation 4 qui sort également dans quelques semaines. Et c'est une première pour ce grand talk, puisque nous allons avoir à la fois le responsable France de Microsoft et le responsable France de Sony qui vont s'affronter, qui vont répondre à nos questions et à vos questions. Eh bien ici, au Paris Games Week. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Il n'y aura pas de sang pour autant. Hein. Soyez les bienvenus. Voilà, et nous sommes ici à la Paris Games Week sur le stand d'Ubisoft, qu'on remercie au passage, et qui nous accueille pour ce grand talk. Et en plus, on est dans la loge VIP. Autant vous dire qu'on est pistonné. Hein. Et cool. Vous entendez l'ambiance, évidemment. Hein, c'est ça, la Paris Games Week. J'espère qu'on va arriver à s'entendre. Mais oui. Avec nos invités qui sont là. Philippe Cardon, bonjour. Bonjour. Philippe Cardon, vous êtes PDG France de Sony Computer, Monsieur PlayStation 4. C'est vous. Ouais. Et à vos côtés, Jean-Claude Guinozzi, bonjour. Bonsoir. Alors je vais essayer de ne pas buter sur votre titre, qui est très exactement directeur général de la division Retail Sales et Marketing France de Microsoft. Absolument, vous n'avez rien loupé. Vous êtes Monsieur Xbox One. Exactement. Voilà. Et alors c'est une première, hein, c'est une première. Nous avons la chance d'avoir donc les deux responsables à la fois de Microsoft et de Sony. Ils ont accepté de jouer le jeu, c'est vraiment très sympathique de votre part. Ça va, pas de gants de boxe, tout va bien, Tout va bien. Voilà. Bon, alors avant de rentrer dans le détail et d'essayer de vous poser des questions pertinentes que les gens attendent, on va un peu se mettre dans l'ambiance avec ce petit reportage que Bérangère Le Pesqueur a réalisé pour nous. PlayStation 4, Xbox One, ce qu'il faut retenir. 7 ans pour l'une, 8 ans pour l'autre, ce sont déjà des vieilles dames et il était grand temps de les remplacer. Microsoft et Sony se sont mis au travail et la 8e génération de consoles de jeux va débarquer. Leur nom, Xbox One et PS4. Deux nouveautés d'un coup. Un épisode qui n'arrive que tous les 6 ou 7 ans et qu'il ne fallait donc pas rater. Et le match s'avère très serré. Si en apparence les deux nouvelles dames ont un bon air de ressemblance, sous le capot, certaines différences sont à relever. Notons déjà que chacune d'elles possède une architecture PC intégrée dans des boîtiers de console. Les puces graphiques sont à peu près similaires, mais la PS4 possède un processeur dédié surtout au calcul de jeu. La Xbox One compte-t-elle sur le cloud pour se distinguer en matière de puissance. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent le Xbox Live Compute, c'est-à-dire ce qui permettra à terme de déporter une partie de la puissance de calcul dans le nuage avec des serveurs qui calculeront une partie de la puissance graphique nécessaire, une partie de l'intelligence artificielle, etc., etc., etc. Le cloud, mais pas seulement. Microsoft rejoue également la carte du Media Center déjà présente sur la Xbox 360. Mais cette fois-ci, elle s'offre un lecteur Blu-ray et un navigateur web. Sachant que la Xbox One a en plus un petit atout qui est la prise HDMI, qui est aussi bien une entrée qu'une sortie et qui permet de brancher n'importe quoi derrière, notamment une PS4 si on veut. Sans oublier Kinect 2, le gros plus de Microsoft. La caméra de reconnaissance de mouvement et de voix s'améliore. Elle détecte plus de détails et s'octroie un grand angle et des interfaces personnalisées. La manette aussi évolue. La grosse nouveauté, c'est des gâchettes vibrantes avec un retour de force, ce qui fait que par exemple quand on joue à un jeu de voiture, on sent l'accélération, quand on joue à un jeu de tir, on sent quand on tire ou quand on se prend des balles. Il y a un vrai retour et c'est vrai que pour l'avoir essayé sur quelques jeux, c'est plutôt une belle réussite. Sony n'est pas en reste avec sa nouvelle manette équipée de son pavé tactile et de son bouton share. Ce qu'on appelle une touche sociale qui permet par exemple de poster une vidéo si on vient de faire on a eu une killing spree, on a tué tout le monde dans un jeu, on a envie de partager avec ses amis, on appuie sur ce bouton-là et on peut partager très facilement la vidéo depuis le bouton. Autre point important, la PS4 et la Xbox One sont compatibles pour la VOD en Super Full HD. Mais les deux restent pour le moment sur la touche en ce qui concerne les jeux en 4K. Un combat qui se poursuit au niveau des exclusivités de jeux. Il y a une bataille des exclusivités, c'est certain, comme à chaque fois. Et Microsoft a un tout petit avantage, mais après ça dépend vraiment aussi de la fidélité de cœur qu'on a pour une console ou pour une autre. Alors Pierre, finalement, PS4 ou Xbox One ? À titre personnel, j'ai une préférence pour la Xbox One, parce que, ne serait-ce que pour sa manette. Mais bon, je pense qu'à terme, les deux feront partie de ma collection, quoi.
Voilà donc les forces en présence, Xbox One, PlayStation 4, on le voit, elles ont chacune leurs atouts. Messieurs, alors l'idée qui était émise dans ce reportage par Pierre Fontaine, le journaliste de 01net, brancher une PlayStation 4 sur une Xbox One, commençons par ça, pourquoi pas, ce serait une idée c'est certainement très intéressant, mais enfin je pense que c'est pas fait pour quand même. Oui, mais techniquement, ça marche ou pas? On peut les brancher ensemble ou pas? Aucune idée. Jean-Claude, En fait, Philippe? sur le fait d'avoir un port HDMI in et out, on peut brancher tout type de box derrière une Xbox One. Voilà, et puis même si on est vraiment fan de Xbox, on peut brancher une Xbox sur une Xbox One. et ainsi de suite. Voilà, et ça s'arrête jamais. Bon, alors vous avez été nombreux à nous poser des questions sur Twitter, sur le hashtag LCT01net depuis quelques jours. Comment ça s'annonce en fait, cette sortie là de ces deux consoles? On est à quoi? Quelques semaines de la sortie à la fois de la Xbox One et de la PlayStation 4. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Et on a eu pas mal de questions sur la disponibilité des consoles lors de sa sortie. Est-ce qu'il y aura assez de PlayStation 4? Est-ce qu'il y aura assez de Xbox One le jour J? On va commencer peut-être par Monsieur Xbox One. Sorti le 22 novembre, on est dans les starting blocks, prêts. Et surtout enthousiaste par le niveau de précommande et la demande qui est générée sur Xbox One. Il y en aura assez le jour J, en tout cas d'ici les fêtes de fin d'année? Jour J, il y en aura assez. Après, en fonction de la demande, il y aura des réapprovisionnements, évidemment. Mais c'est vrai qu'on soupçonne toujours les vendeurs de consoles de faire de la rétention de voilà, consoles. de la rétention de consoles, hein, de la... Aucune Ouais, de créer le rétention. désir en disant qu'il n'y en a pas. Non, c'est pas De la un fausse souhait. pénurie. C'est pas un souhait du tout. On a le souhait de servir le plus de personnes possible, de servir la demande et c'est pas du tout une stratégie. Philippe Cardon, côté Oui. PlayStation 4? Oui. Non, essayer de créer la demande via la frustration des joueurs, etc., c'est vraiment pas le but. Créer le désir, ça fait déjà 7 ans que la PS3 est sortie, donc ça fait déjà plusieurs années qu'on attend la PS4, donc je pense que le désir est là. Elle a été annoncée en plus déjà en février dernier, donc ça fera presque 9 mois avant sa date de sortie. Donc je pense qu'en termes de buzz, en termes de montée en puissance, etc., on a fait ce qu'il faut. On n'a pas besoin de créer une pénurie artificielle pour créer le désir. Par contre, c'est vrai que la demande aujourd'hui, via les précommandes, via tout ce que peuvent nous dire nos consommateurs, on est en direct avec plus de 1 million de personnes via nos pages Facebook, etc. Donc on connaît bien nos utilisateurs. La demande est très forte. On fait le maximum pour fabriquer le maximum. Maintenant, est-ce qu'il y en aura assez le jour J, le day one, comme on dit chez nous? Ouais, j'imagine que les honnêtement, usines là tournent à fond. Hein, les usines tournent à fond. Alors, si on pouvait augmenter la durée de la journée de 24 à 26 ou 28 heures, ça serait bien. je pense qu'on aurait à ce moment-là vraiment aucun problème. Mais j'ai tout de même un peu peur. Sauf peut-être avec les syndicats. Hein. Oui, ça c'est encore autre chose. Enfin, cela dit, Il y a où elles les sont- ouvriers. où elles Via une sont loi, fab- où elles sont on va y fabriquées, arriver. je suis pas sûr qu'il y ait des syndicats très puissants. Enfin bon, bref. Voilà, C'est un non, autre débat. la demande est très importante, on en est très content, on fait le maximum. J'espère qu'on aura suffisamment de consoles, mais ça va être le consommateur qui va nous le dire sur les Philippe premiers Cardon, jours. Jean-Claude Guinozzi, pourquoi est-ce que ces deux consoles sortent en même temps, hein? C'est historique, j'ai regardé un petit peu. C'est la première fois. C'est la première fois. Hasard dans du l'histoire jeux vidéo. calendrier, de la technologie, de l'innovation. Je pense. C'est quoi? que- C'est le hasard ou l'un a copié sur Non, l'autre? en fait, on se connaît depuis très longtemps tous les deux, on avait envie de se mesurer un petit peu face à D'accord, c'est ça, face. là. Et finalement, on s'est trouvé que c'était la meilleure solution. Un Non, choc mais- mondial. Pourquoi cette année? Pourquoi fin d'année 2013 et pourquoi pas 2012-2014? On arrive à un fin de cycle là, à la fois de la PlayStation 3 et de la Xbox. Il fallait sortir une nouvelle console cette année. Je pense que plus que sortir une nouvelle console, il faut arriver sur le marché avec une innovation, avec une vision pour la prochaine décennie, décade de joueurs d'utilisation de consoles de jeux vidéo. Donc vous voulez dire que c'est un pari pour l'avenir, c'est un investissement Absolument. pour l'avenir, ces consoles next-gen. Absolument. Oui, les consoles ont un cycle de vie relativement long. PS1, PS2, PS3, c'est entre 7 et 10 ans. Je ne sais pas si la PS4 va durer aussi longtemps parce qu'on voit bien que tout s'accélère de toute façon. Aujourd'hui, si on a son iPhone qui a plus de 6 mois, on est déjà has-been. Donc parler d'une console qui va durer 10 ans, ça paraît un petit peu difficile. Maintenant, oui, quand même, ces consoles sont là sur la durée et il va falloir que le cycle de vie soit le maximum. Mais les choses ont tellement changé depuis 7 ans, en tout cas depuis la PS3, qu'il fallait vraiment que cette nouvelle console qui intègre des nouvelles technologies, qui intègre surtout un nouveau style de vie des consommateurs, des joueurs, arrive quand même le plus vite possible. Et il se trouve que
on arrive ensemble. C'est vraiment le hasard, mais ça va être une bagarre intéressante. Jean-Claude Guinozzi, petite question. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vendre plus de Xbox One que la PlayStation 4, à votre avis? Ah oui, je serais très très heureux d'écouter le... Voilà, et après on vous posera Bien la sûr, question à bien vous, sûr, bien bien évidemment. sûr. Bon, je Dans l'autre pense sens. qu'on achète la technologie pour le contenu. Je pense une de nos forces, y compris sur le Xbox 360, a toujours été d'avoir un contenu de grande qualité, de laisser la parole aux créatifs, aux gens qui innovent. Et on pense qu'avec la nouvelle Xbox One, on aura la capacité de donner de la technologie pour une nouvelle écriture, pour une écriture évolutive. Ça, c'est une des premières propositions d'Xbox One. Mais bon, on peut C'est imaginer le que jeu. Sony a le même discours. Tout à fait. C'est à Philippe de Ouais. répondre. Ce qui est clair, c'est que la Xbox One est une console de jeux vidéo, mais également une console d'entertainment, un hub au niveau du divertissement, qui est une proposition qui est un peu différenciante par rapport à ce qui existe sur le marché ou ce qui va exister. C'est-à-dire, vous pouvez préciser ça, en quoi est-elle différenciante? Différenciante par le fait que la Xbox One va permettre d'utiliser cette console au sein du salon comme un hub. On a parlé en introduction de le fait que la console était connectée, que la console pouvait recevoir tout type de set-top box, quels que soient les opérateurs. Et ça permet d'avoir des scénarios de télé augmentée, ça permet d'avoir des scénarios de hub multimédia où on pourra écouter sa musique. C'est-à-dire que votre On pourra avoir discours, de l'entertainment. on a bien compris que c'est au-delà du jeu vidéo. Hein. Absolument. Moi, je me c'est souviens au-delà très bien du- d'une présentation presse qu'on avait vue avec Jérôme où vous parliez presque pas de jeux vidéo, c'était vraiment une box De divertissement. de pour la divertissement maison. avec de la VOD, avec des services télé, etc. On pourra même regarder la télé traditionnelle. C'est vraiment peut-être ce qui différencie la PlayStation 4, c'est que c'est une console de jeu, mais c'est aussi une box télé. Tout à fait, c'est une vision que l'on prolonge. Disait Media Center dans le temps. C'est un media center à la fois. C'est C'est Microsoft qui avait inventé ce terme. c'est une excellente console de jeu, c'est un media center, c'est un hub au sein du salon. Mais c'est en fait la proposition que l'on a depuis quelques années sur l'écosystème Xbox, que l'on prolonge, qu'on développe et sur lequel on amène encore plus d'innovation. Et également une proposition de durée de vie et de richesse technologique à travers le cloud qui va permettre de décupler la puissance et aussi d'inventer d'autres scénarios de jeu, d'autres typologies de jeux qui n'existent pas aujourd'hui sur Xbox, comme des jeux persistants, pas seulement des RPG, mais des jeux de racing ou autres. Très bien. Qui s'adresse à un public très large, c'est ce que vous voulez dire. Hein, qui touche vraiment un divertissement familial pour tous les âges et pour toutes les... Oui, c'est une proposition Pour qui toutes les intègre une richesse de contenu très importante. Philippe Cardon, alors Alors, nous, c'est un petit peu l'opposé. Ce qui a toujours été l'ADN de Sony, c'est de s'adresser à des joueurs, avant tout à des joueurs. Si par la suite, en fin de cycle de vie, cette console, la PS3 notamment, pouvait s'adresser à des gens un petit peu moins joueurs, ce n'est pas le cas de cette nouvelle console PS4 à ses débuts. Donc, comme j'ai l'habitude de dire et comme le groupe a l'habitude de dire, c'est une console faite par des joueurs, par des gamers, pour les gamers, pour le jeu. Donc, ce n'est pas un media center, ce n'est pas un décodeur, c'est une console dédiée aux joueurs et on veut convaincre nos joueurs que cette console a été développée pour eux, pour jouer, et c'est tout. Par contre, elles sont évolutives. Ça veut dire que dans quelques années, si on souhaite que les fonctions de la console soient un peu plus larges, notamment vers le Media Center, etc., elle le pourra. Je rappelle par exemple que la PS3, lorsqu'elle est sortie, n'était ni HD, n'était ni 3D, etc. Ce sont des évolutions qui ont été faites par les mises à jour générales au fil du temps en fonction des besoins. Donc je pense qu'on aura la même stratégie d'ouverture de la console dans les années à venir. Mais aujourd'hui, pour les premières années, on veut d'abord s'adresser aux joueurs avec une console développée par des joueurs et pour des joueurs et se concentrer sur le jeu. Jean-Claude Guinozzi, c'est pas un risque, ça, d'avoir deux messages, à la fois un appareil qui se met sous la télé, qui fait plein de choses, mais qui est aussi une console de jeu. Qui est avant tout une console de jeu, pour être très précis. C'est une console de jeu puisque on le prouve aussi par la richesse du catalogue que l'on aura à la sortie et aussi d'avoir parmi les plus grands créateurs de jeux vidéo au monde
qui vont nous apporter également des contenus exclusifs qu'on ne retrouvera pas sur les autres consoles. Donc c'est une preuve également pour nous. C'est une preuve pour nous également de le jeu avant tout. Mais c'est une console qui a été bâtie en termes d'architecture pour faire du jeu au meilleur niveau, comme l'a toujours été la Xbox, mais qui va aller au-delà, qui va avoir une proposition de valeur encore plus riche. Alors, on vous l'a dit, on a beaucoup de questions qui ont été posées par Twitter, hashtag LCT01net, des questions que vous avez posées avant l'enregistrement de ce talk. On va essayer d'en prendre quelques-unes, donc peut-être des réponses assez courtes à chaque fois, pour qu'on puisse balayer pas mal de thèmes. Et notamment ce qui concerne la rétrocompatibilité. Ça, c'est une question qui revient souvent de la part des gens. Qu'on se pose toujours à chaque génération de nouvelles consoles, en fait. Qu'est-ce que je vais faire de mes anciens jeux? C'est ce que j'allais dire. C'est toujours la question. On a une question de Louison Bobet. Voilà. Ça ne s'invente pas. Louison Bobet, voilà. Alors, concernant la rétrocompatibilité, en gros, avec ma Xbox One, est-ce que je vais pouvoir jouer à des jeux Xbox 360? Non, ce ne sera pas le cas. En tout cas, pas au lancement. Ça veut dire quoi, pas au lancement? On peut imaginer qu'après, ça soit le cas ou pas? Pas forcément, mais ce n'est pas le sujet du lancement. D'accord. Bon, en ce qui concerne la PS4, les jeux PS3 ne seront pas rétrocompatibles, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas jouer un jeu PS3, son disque PS3 sur la PS4. La raison est toute simple, c'est une question d'architecture. Quand les techniciens pourront vraiment avoir cette console en main, etc., ils s'en apercevront. On ne peut tout simplement physiquement pas le faire. Par contre, ça sera offert comme possibilité lorsque le cloud sera installé en Europe. Notre cloud, le Gaikai, enfin son nom commercial c'est Gaikai, va être d'abord installé aux États-Unis. Je pense que le début de l'installation va commencer début 2014 aux États-Unis, viendra ensuite en Europe. Je n'ai pas encore les détails. En plus, il y a pas mal de problèmes techniques d'architecture européenne, enfin bref. Mais ça sera à terme, c'est ce qui arrivera. Et lorsque ce cloud sera installé, oui, on pourra jouer à ce moment-là à des jeux PS3, même PS2. Et donc vous n'avez pas le prix, parce qu'on a une question justement de El Polo 99. Combien coûtera l'accès en ligne pour la PS4? Alors ça, c'est une autre question. Sur le cloud? Parce que, en fait, ou sur notre PSN? Voilà, oui, parce que c'est deux choses différentes. PSN, c'est autre chose. Deux choses différentes. Bon, alors le cloud, c'est le cloud, ce sont les stockages de données à l'extérieur, c'est effectivement cette rétrocompatibilité qui sera possible, etc. Le PSN, donc le network de Sony qui permet à tous de se connecter soit à la boutique pour acheter des produits quels qu'ils soient, soit sur le mode multijoueur. Ce PSN aujourd'hui est toujours gratuit. Par contre, lorsque l'on voudra jouer multijoueur, et c'est une différence avec la PS3, il faudra souscrire au service premium de ce PSN qui s'appelle le PS Plus, qui permettra donc de jouer en mode multijoueur. L'inscription à ce PSN Plus coûtera 50 € par an. Et pourquoi est-ce que Sony a décidé de passer du gratuit pour le mode multijoueur au payant? Non, absolument, contrairement à Microsoft qui l'a toujours fait depuis le début. Nous, on ne l'avait pas fait. Maintenant, on le fait. Pourquoi? Parce que c'est lié aussi à ces nouvelles technologies et surtout à la façon de jouer des joueurs. Aujourd'hui, la connectivité, se retrouver au centre de son réseau et partager avec tous ses amis, entre guillemets, fait partie d'expériences de jeu. Pour ce faire, il faut donc être connecté. Pour avoir une bonne expérience de jeu, il faut que ces connexions soient nickel, il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle soit donc si on paye, meilleure forte, qualité etc. de service, Exactement. En fait. Et maintenant, pour pouvoir offrir le niveau de qualité nécessaire à toutes ces connexions, eh bien, Sony considère qu'il ne peut plus porter seul le coût de cette mise en place, de ce service, et demande... Vous avez été un peu chaudé par le piratage du PSN. Oui, mais le piratage, c'est autre chose. Malheureusement, le Pentagone se fait pirater, le gouvernement français, tout le monde se fait pirater. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en place les moyens pour l'empêcher. Et c'est ce qu'on fait, bien évidemment. Mais c'est quand même un petit peu autre chose. Là, on parle de qualité en nombre de serveurs, en nombre sur toute la technologie dont a besoin un network. Et on a considéré que maintenant, on devait aussi faire appel à nos joueurs pour leur produire le meilleur niveau de qualité. Et surtout parce que l'utilisation du network au sein des parties a été démultipliée depuis des années et va l'être encore plus avec la connectivité, le bouton share, etc. de cette console. Alors, petite question aussi d'un auditeur qu'on a eu sur Twitter qui nous demande pourquoi la Xbox One coûte plus cher que la PlayStation 4. Il y a 100 € d'écart. Rappelons que
La PlayStation 4 est à 399 € pour sa sortie et la Xbox One 499. Pourquoi c'est 100 € d'écart, Jean-Claude Iannuzzi? Les 100 100 €, malgré tout, c'est une somme. C'est-à-dire que ça peut être aussi un élément pour certains qui leur donneront envie d'aller vers la PlayStation 4 et pas vers la Xbox One. Ou peut-être pas. La proposition de contenu et de valeur qu'a la Xbox One en fait est liée à travers 2 points très importants. Le premier, c'est l'architecture de la console est prévue pour être une excellente console de nouvelle génération et un hub de divertissement tout en un. Donc l'architecture intègre une technologie plus coûteuse, différente, plusieurs OS pour gérer par exemple une proposition de divertissement. Vous êtes en train de jouer, vous aimez un jeu de foot. En même temps, vous pouvez regarder la télé, vous avez un Snap Mode qui vous permet d'être connecté à la fois sur votre jeu, à la fois sur le télé. Recevoir un appel Skype, quelqu'un qui vous appelle en disant tu as vu le but, etc. un ami. Non, c'est ce qu'on appelle le Snap Mode. Même, hein. Faire du Skype, jouer un jeu de foot et regarder la télé en même temps. Ne pas prendre de but. Qui se met en pause. Non, toute cette technologie et manger une pizza en plus en même temps. Voilà, toute cette technologie, c'est la proposition fondamentale de Microsoft sur Xbox One. En plus, vous avez au-delà de divertissement et de la proposition qui est riche en termes de contenu d'utilisation et d'ergonomie, vous avez le capteur Kinect de nouvelle génération qui est une révolution en soi dans l'ergonomie améliorée par rapport à la première version, la précision, la capacité de jouer à 50 cm jusqu'à 6 joueurs et surtout la reconnaissance vocale, la reconnaissance gestuelle à travers un capteur infrarouge qui est quelque chose de révolutionnaire et qui va être utilisé. Est-ce que par les les gamers vont créateurs. comprendre ces 100 € d'écart, à votre avis? Je Quand pense quand ils vont être dans les magasins, qu'ils vont voir la Xbox One, la PlayStation 4, est-ce qu'ils vont comprendre? vraiment leur Est-ce que pour expliquer eux ce ça qu'ils va ont être de plus. décisif le fait de pouvoir jouer un jeu, Je pense regarder un que- match de foot et en même temps faire du Skype? Je pense que ce qui va être déterminant, ça va être la prise en main. Aujourd'hui, on a fait quelques tests de prise en main. On a reçu plus de 3000 personnes il y a 15 jours à Paris, dans un événement où des joueurs, des blogueurs, des gens qui ne sont pas forcément les plus grands fans de Xbox One ont pris en main la console et ont dit c'est bluffant, ça amène quelque chose d'autre, on va beaucoup plus loin, que ce soit dans la fluidité, dans l'ergonomie des jeux, mais dans la proposition elle-même de ce système qui est une excellente console de jeu et un système d'entertainment qui vous permet de visionner vos films, musique, etc., notre proposition de valeur. Donc ça sera à nous de le démontrer. Un, par rapport à la qualité des jeux. Je reviens sur le fait qu'on ait quand même 20 jeux de très très haut niveau à la sortie le 22 novembre, que l'on a 6 exclusivités qui seront dès le 22 novembre dans les points de vente et disponibles. Tout ça fait partie de la proposition que l'on a à faire à nos consommateurs, à nous de les convaincre, à nous de leur montrer où est la différence. Philippe Cardon, donc, cette différence de prix, est-ce qu'elle sera décisive pour les fêtes de fin d'année à votre avis? Oui, Parce que c'est vrai que votre console coûte 100 € de moins, mais elle a on va dire des spécificités techniques que la Xbox, que la Xbox One a et que vous n'avez pas. On a développé cette console depuis maintenant plus de 5 ans. Les premières conceptions presque philosophiques de la console pour sa connectivité, son aspect social, etc. ont commencé à développer il y a déjà très longtemps. En même temps, on s'est aperçu aussi que le joueur avait des budgets, somme toute, pas forcément extensibles à l'infini. Il se trouve qu'on est aussi dans une période économique qui est un petit peu chahutée en ce moment, où les gens font certainement plus attention que d'habitude à leur portefeuille. Et on a réfléchi au meilleur positionnement prix, bien évidemment par rapport à la qualité sur laquelle on a fait on était intransigeant sur la qualité. Quel serait le meilleur positionnement prix? On est arrivé à ces 399. Ce prix a été décidé depuis longtemps. On a découvert à l'E3 le prix de la Xbox. On se retrouve avec 100 € de moins. Vous avez fait une roulade? Vous avez fait une roulade? Non, on n'a pas fait une roulade, mais enfin bon, on a été effectivement un petit peu surpris. Mais voilà, bon, ce sont deux approches différentes. C'est deux approches différentes, vous dites ça, mais c'est bien ça. Enfin voilà, parce que vous êtes poli, mais ça va être la guerre quand même là pour cette fin d'année.
Je Ah, pense tous les deux, enfin, ça a l'air de bien aller, C'est mais vrai que là, on a ça l'impression va, que ça tout va va être bien, la mais guerre. les couteaux vont être sortis Alors, bientôt. bien sûr que ça va être la guerre. C'est la première fois qu'on est frontal. On se bat déjà sur l'achat d'espace dans les médias pour sa sortie le 22, ma sortie le 29. Bien sûr qu'on se bat et on va se battre tout au long du 4e trimestre et bien après encore pendant 6 ou 7 ans parce que n'oublions pas quand même que la sortie c'est une chose, c'est le marathon qui mais commence, c'est quand en même fait. voilà, C'est un ça n'est marathon que le qui début commence. de quelque chose. Ouais. Après il faut tenir sur la distance. Bon, mais je pense qu'on a d'excellents atouts. Le prix en est un. Pour la qualité de cette console qui est au minimum au même niveau que celle de mon éminent voisin, si ce n'est plus. Oui, parce que juste Voilà. un mot sur la, Donc- sur la structure technique des consoles, Oui. elles sont pratiquement similaires. Hein. En fait, c'est des PC déguisés, que ce soit la Xbox One ou la PlayStation 4, on est d'accord? C'est Des une PC base. déguisés, c'est peut-être un peu fort, mais enfin oui, c'est la base, c'est une architecture C'est une PC. architecture voilà. PC, oui. C'est Voilà. hyper puissant, voilà, c'est comme Est-ce qu'elles ne ça. sont pas déjà dépassées d'ailleurs techniquement en fait, Ah, voilà. par rapport à certains PC aujourd'hui, des PC de gamers qui sont déjà plus puissants? Bon, qui coûte plus cher, Peut-être, certes, mais ces PC n'offrent pas la même qualité de jeu, la même expérience de jeu. Il n'y a pas une console, il n'y a pas une manette avec cette nouvelle touche Pas mal, l'expérience partage, de jeu sur PC avec non son plus, hein. pad, avec ses joysticks, etc. On a aussi un deuxième écran avec cette console. On a la PS Vita qui a été développée en même temps que la PS4. On ne pouvait pas le dire quand on a lancé cette console portable, mais elle est aussi le deuxième écran déporté. On peut jouer à son jeu sur sa console PS4, faire tourner son disque sur sa console et jouer à son jeu sur la portable. Bon. Donc tout ça, on ne l'a pas sur un PC et pour moi, l'expérience n'a rien à voir. Philippe Cardon, un mot sur les exclusivités Microsoft. Microsoft a énormément d'argent, on le sait, et achète effectivement Très bien. beaucoup d'exclusivités. Et voilà, enfin, ça n'enlève pas le talent de Microsoft pour en faire maintenant de très bons jeux et d'avoir fait une très bonne console. C'est quand même un handicap pour Sony, qui on a l'impression a moins d'exclusivité, surtout concernant les mises à jour de certains jeux. On voit que Microsoft mise beaucoup là-dessus. C'est un handicap, non? Non, c'est pas un handicap parce qu'une fois de plus, on est sur la durée. Alors il est vrai qu'au jour Oui, J, mais bon, voilà, là. Non, pour non, les non, fêtes de mais- fin d'année, pour les joueurs, ça compte quand même. au jour J, il y aura aussi une vingtaine de jeux minimum pour la PS4. On a quand même quelques belles exclusivités. J'espère que vous allez aller voir Killzone, qu'on commence à dévoiler un petit peu. Et les rares journalistes qui ont vraiment joué avec ont été absolument bluffés. Certains même l'ont qualifié comme, jusqu'à présent, meilleur jeu qu'ils avaient vu sur Next Gen. Je les cite, c'est pas moi. Maintenant, ça va monter en puissance. On verra bien quelles sont les notations. Voilà. Donc, il y a des exclusivités. Il va y avoir des très beaux jeux. On est au début du marathon. 20 ou 30 titres seront disponibles au jour de la sortie, plus de 17 ou 18 sur le réseau. Il ne faut pas oublier qu'on Oui, sur pourra le cloud, télécharger oui. sur notre PSN 17 ou 18 jeux indépendants qui ne seront pas sortis dans le commerce. Et certains d'entre eux sont des vraies perles, sont des vrais bijoux. J'incite tout le monde à aller voir ce qui va se passer. Donc pour moi, le nombre de jeux qui va sortir au jour J, en exclusivité ou pas, sur nos deux consoles, on est relativement au même niveau. Ce qui va compter, c'est sur la durée. Qu'est-ce qui va se passer en décembre? Qu'est-ce qui va se passer en janvier, en février? En février, on sort déjà Infamous, qui est à nouveau une superbe franchise, avec un jeu qui va époustoufler tout le monde. Voilà. Donc, ça n'est que le début. D'accord. Et Jean-Claude je suis Pinotti. très confiant là-dessus, sur le contenu. Sur les jeux, donc vous Donc on allez est mettre en persuadé avant- d'avoir les meilleures exclusivités, surtout celles qui comptent au lancement. On a des jeux qui ont déjà été remarqués au niveau de l'E3, au niveau des forums, comme pouvez en citer quelques-uns Titanfall, qui va sortir, on l'a annoncé Ouais. le 12 mars en exclusivité sur Xbox One. C'est le nouvel opus des créateurs de Call of Duty Modern Warfare, le studio Respawn, donc des calibres de très haut niveau, les créateurs de Dead Rising. Voilà, je pourrais continuer avec Forza, qui est la meilleure simulation de rallye. Alors, juste un mot Ou sur le prix encore des jeux. Rise. Juste un mot sur le prix des jeux. On est toujours à 70 € à peu près pour les jeux de PlayStation 4 et Xbox One. Parce que tout à l'heure, vous disiez que c'est la crise, etc., qu'il fallait faire une console un petit peu moins chère. Est-ce que les jeux seront un peu moins chers? Non, les jeux resteront à C'est pas entièrement 69. la crise alors. Oui, enfin d'un autre côté, quand on annonce 69 € ou 70 € qui est le prix recommandé, ensuite les retailers font ce qu'ils veulent et vous remarquerez bien que si on veut vraiment acheter son jeu moins cher que Ouais, 69 il y a des grandes €, surfaces qui on cassent les peut. prix. Ouais, Non, il n'y a pas effectivement. que les grandes surfaces et on peut aussi trouver dans des magasins spécialisés des jeux un petit peu moins chers. D'un autre côté, s'ils sont à ce prix-là, il y a une raison aussi. C'est pas simplement pour faire de l'argent. C'est aussi parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Beaucoup de gens le trouvent cher par rapport au comparatif avec un film ou une série télé.
Mais il se trouve qu'un film a 3 vies. Il a une vie en salle de cinéma, il a une vie en DVD ou en Blu-ray, et il a une vie en télévision. Un jeu n'a qu'une vie. Ah, il sort. Il y a une vie d'occasion aussi. Il y a une vie d'occasion. Il est encore Oui, sur le support mais physique. pour l'éditeur, l'occasion ne lui rapporte rien. Ouais, ça lui échappe Bon. totalement. C'est pas que ça lui échappe, c'est qu'on a décidé que pour l'instant, ça ne lui rapportait rien, c'est comme ça, et on est d'accord avec ça. Juste un mot sur l'occasion. Donc il faut savoir Oui. amortir aussi les frais de développement, sachant que maintenant sur les gros jeux, on arrive à des budgets de production qui sont absolument énormes. On dépasse les 20 ou 25 sûr. millions d'euros. Bah, GTA Voilà. 5, c'était, je crois, 200 millions de dollars. Apparemment, comme d'après budget, ce qui a été c'est- annoncé, c'est absolument. monstrueux. Concernant le jeu d'occasion, je pourrais acheter un jeu, le terminer et le revendre sans aucun problème. Ça marchera sur vos consoles respectives ou pas? Absolument. C'est Les rien problèmes ne change d'activation, par tout rapport ça, c'est à la réglé. Xbox 360. Exactement la même chose. Vous pouvez vendre, acheter, louer, faire ce que vous voulez. D'accord. Alors Ça, attention. c'est- limite. Maintenant les éditeurs peuvent vouloir faire quelque chose, enfin j'en sais rien, ils maîtrisent leur propre jeu, mais la console, elle, laissera faire le jeu d'occasion. Alors, peut-être encore une question sur l'aspect visuel des jeux. C'est vrai que quand on s'est baladé au Paris Games Week ici avec Jérôme, on a vu beaucoup de jeux. Et franchement, sincèrement, on n'a pas vu de claque visuelle comme on avait pu avoir cette claque à l'époque les de la précédentes générations, PlayStation ouais. 2, PlayStation 3, Xbox première et Xbox 360. On a l'impression que les jeux sont relativement similaires visuellement et qu'on voit pas trop la différence entre une PlayStation 3, une PlayStation 4 ou une Xbox 360 et une Xbox One. Attendez de comment voir c'est Killzone. comment c'est possible ça? Attendez de voir Killzone et vous verrez vraiment la différence. D'un autre côté, il faut aussi ne pas oublier que, non, bien sûr, que la console y est pour beaucoup en termes de qualité Ouais. à l'écran, mais l'écran aussi. Donc si vous continuez à jouer avec des écrans qui ne sont pas forcément totalement Full HD, etc., qui ne sont pas capables Ouais. de restituer ce que la console leur Donc envoie, il faut changer d'écran, ça joue c'est aussi. pas très Je antiqué, dis ça. pas qu'il faut changer d'écran, mais je dis que si vous avez la dernière technologie d'écran, ça rendra forcément mieux qu'un écran qui a déjà 2 ou 3 ans. Jean-Claude Je pense Guinozzi. qu'aussi, il faut attendre de voir les jeux finalisés, les jeux finaux, pour se rendre compte de la qualité finale, parce que vous avez peut-être vu des jeux en cours de développement et jusqu'à la dernière minute, les On jeux joue que sont sur des améliorés. méta en ce moment, hein. Voilà. C'est jusqu'au dernier jour. On est sur des jeux en phase de finalisation, c'est des délais hyper tendus. Mais bon, je vous invite à voir l'évolution qu'il y a pu avoir sur un certain nombre de jeux. Regardez Rise, regardez Forza 5 et vous verrez qu'il y a quand même une différence D'accord. notable. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci à vous. Merci sincèrement d'avoir Merci. accepté cette invitation. C'est une première, hein, avoir à la fois le responsable de Microsoft et de Sony pour ce talk et discuter voilà, tranquillement de ces deux consoles. Pour l'instant, on sent qu'effectivement, tout va bien, le Voilà. ton est courtois. C'est et très courtois. calme. Bon, je pense que quand les jours vont se poursuivre, Il y a là, ça va encore, devenir- il y a encore 4 semaines en ce qui nous Ouais. concerne, 3 semaines pour la Xbox. Voilà, on va voir ce qui se passe au jour du lancement. Ça sera vraiment le. Merci beaucoup Philippe Cardon. Merci Philippe Cardon, Jean-Claude Guinozzi. Merci beaucoup à tous les deux. On continue Merci, dans à bientôt. un instant, François. Le grand talk continue. On va parler de jeux précisément avec le directeur général d'Ubisoft ainsi que Nicolas Gavet, journaliste Voilà. spécialisé. Exactement, donc vous restez avec nous. Nous sommes de retour pour ce grand talk depuis le Paris Games Week. Vous êtes sur la chaîne Techno01net, nous sommes sur le stand d'Ubisoft et on va maintenant, après avoir assisté à ce combat de titans Voilà, c'était entre terrible. PlayStation 4 et Xbox One, Ils sont bien sages quand même. voilà, ils sont sages, ils sont polis. Hein. Et bien maintenant, on va s'intéresser aux jeux vidéo en lui-même. C'est vrai que le Paris Games Week ici accueille des centaines et des centaines de titres nouveaux. C'est vraiment l'occasion de découvrir tout ce qui va arriver là dans les prochains mois, les prochaines semaines. Voilà, et on a deux invités pour parler justement de ces tendances dans le domaine du jeu vidéo. Nous avons John Parks qui est là. Bonjour John. Bonsoir. Vous êtes directeur général d'Ubisoft France. Merci de nous accueillir ici sur le stand d'Ubisoft d'ailleurs. Merci d'être parmi nous. Et puis Nicolas Gavet, Bonsoir. journaliste donc spécialisé dans le jeu vidéo qu'on peut lire dans VSD et dans Science et Vie Junior entre Exact. autres. Bon Nicolas, première question. Quelles sont les tendances dans le domaine du jeu vidéo pour cette fin d'année 2013 ? Les grosses tendances, on l'a remarqué sur le salon de l'E3, le salon de Los Angeles qui s'est déroulé au mois de juin dernier, c'est qu'avec l'arrivée des nouvelles consoles de nouvelle génération, la PlayStation 4 et la Xbox One, c'est les univers ouverts, que ce soit dans la simulation de voiture, comme The Crew, les jeux monde ouvert Watch Dogs, c'est l'étendue des mondes qui est de Voilà, plus deux en jeux plus Ubisoft ouverte. hein, d'ailleurs. Deux jeux Ubisoft. Et
aussi derrière nous Assassin's Creed 4, mais c'est l'univers qui était à l'époque était un petit peu dans les corridors très serrés et très étroits dans lesquels le joueur ne pouvait pas sortir. Maintenant, ce sont des univers qui sont totalement ouverts où l'exploration prend un peu le dessus sur l'action, etc. C'est-à-dire que les capacités techniques des consoles permettent aujourd'hui d'immenses univers, c'est ça? Alors, on pouvait déjà un peu le voir avec les GTA à l'époque, mais maintenant, la puissance des calculs fait que on peut voir plus loin, on peut aller plus loin, on peut faire beaucoup plus de choses dans des univers beaucoup plus vastes et beaucoup plus grands. John Parks, alors vous êtes, j'imagine, doublement content, d'abord parce que c'est Noël qui approche, et on sait que vous faites ce qu'on appelle un business saisonnier, hein, c'est-à-dire que vraiment Noël est une saison très importante. Absolument. Mais en plus, cette année, ça va être un Noël pas comme les autres, avec 2 nouvelles consoles. Oui, c'est vrai qu'on attendait depuis très longtemps l'arrivée de ces nouvelles consoles de salon. On avait déjà eu la Wii U l'année dernière et là, ça y est, on arrive avec la PlayStation 4 et la Xbox One. Nous sommes ravis parce que c'est ce qu'attendent les joueurs. Ils attendaient depuis 7-8 ans l'arrivée des nouvelles machines. Et ça nous permet, nous, en tant que créateurs de jeux vidéo, de pouvoir exploiter les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles capacités de ces machines dans nos créations, sur nos marques fortes. Et puis, c'est l'occasion aussi pour nous, Ubisoft, de créer des nouvelles marques, des nouvelles franchises. Je pense à Watch Dogs, par exemple, qui va arriver l'année prochaine sur la génération prochaine et actuelle de consoles. Je pense aussi à un jeu que nous avons annoncé à l'E3 qui s'appelle The Crew. Un jeu de voiture. Donc c'est aussi l'occasion pour les créateurs de lancer de nouvelles marques, de nouvelles franchises. Pourquoi Watch Dogs a été retardé? On l'attendait tous pour cette fin d'année, il a été maintenant retardé, il sortira au milieu d'année prochaine, c'est ça? Il sortira l'année prochaine, on a annoncé donc au printemps 2014. Il a été retardé tout simplement parce qu'on voulait faire en sorte d'avoir un jeu parfait, un jeu irréprochable, la meilleure expérience possible pour le joueur. On a la chance d'avoir un jeu que les gens attendent énormément et donc on va le livrer quand il sera prêt. Certains disent que c'est parce que vous ne vouliez pas vous retrouver en frontal avec GTA V, c'est vrai? C'est une histoire d'être prêt en termes de production. Donc on veut s'assurer que la qualité soit vraiment parfaite avant de lancer le jeu. Aujourd'hui, c'est ce que demandent les joueurs, c'est ce que demande le marché. Et c'est pour cette raison-là qu'on a voulu prendre un peu plus de temps pour refaire ça. Mais ça compte quand même, le contexte dans lequel vous lancez un jeu, j'imagine. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous contenter d'envoyer un jeu quand il est prêt, mais vous regardez un petit peu ce que fait la concurrence. Surtout quand on a un poids lourd comme GTA V qui arrive, non? C'est vrai qu'aujourd'hui, le marché veut que les jeux soient de très très bonne qualité, mais nous avons plein d'autres jeux qui arrivent maintenant, et on va parler d'Assassin's Creed 4 Black Flag, qui vient d'arriver d'ailleurs. Il a lancé aujourd'hui, donc c'est d'actualité. Et qui arrivera sur les prochaines consoles de salon dans un petit mois maintenant. Donc pour revenir sur la question de quelles sont les tendances, parce que c'est aussi ça que les joueurs veulent entendre, je suis tout à fait d'accord. Effectivement, le monde ouvert est une grande tendance nouvelle sur les jeux de la génération nouvelle. C'est aussi des consoles qui sont archi connectées. Et donc ça ouvre aussi plein de possibilités pour nous, les éditeurs de jeux vidéo, pour développer des jeux avec des modes de jeu très innovants, aussi bien dans le multijoueur, mais aussi sur tous les éléments sociaux, donc ce qu'on appelle le social gaming, les possibilités de partage d'expériences entre nos amis, et autre tendance forte aussi qu'on est en train de voir et sur lesquelles tous nos jeux Ubisoft on est en train de le développer, c'est ce qu'on appelle chez nous le companion gaming. Qu'est-ce que le companion gaming? C'est finalement élargir et enrichir l'expérience de jeu à partir des jeux de consoles de salon sur d'autres écrans. Ça peut être nos tablettes, ça peut être aussi le PC. Finalement, on poursuit l'expérience. On poursuit l'expérience sous d'autres formes. Je commence ma partie sur la télé. Voilà. Et je vais la poursuivre d'une autre manière sur mon smartphone ou sur mon iPad, enfin ma tablette, on va dire. Exactement. Alors ça peut être en simultané, c'est-à-dire je suis dans mon salon, je suis en train de jouer à Assassin's Creed Black Flag et j'ai ma tablette sur les genoux et j'ai la map, j'ai la carte de navigation pour mon navire pour savoir où je vais. Je peux aussi voir où sont mes amis sur cette carte, qui est en train de jouer. Je peux déclencher des missions annexes. Donc ça peut être pendant que je joue, mais ça peut être aussi bien sûr en remote, c'est-à-dire quand je ne suis pas chez moi, je peux continuer à débloquer des contenus, regarder des stats par rapport à mes amis qui jouent, faire des petites missions connexes. Donc c'est tout ça, c'est une vraie tendance de fond qu'on va voir se développer de plus en plus.
Et sur tous les jeux d'Ubisoft qu'on est en train de développer, nous aurons cette capacité. Nicolas, un mot sur les tendances, parce qu'on évoquait donc les mondes ouverts, les mondes grands, mais malgré tout, il y a des jeux de danse, il y a toujours les Call of Duty, il y a toujours les Battlefield, il y a toujours des courses de jeux de courses de voitures. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs voilà, sauts, en fait. Et on a l'impression que finalement, voilà, d'une année sur l'autre, c'est presque les mêmes jeux qui sortent avec des petites améliorations graphiques, des petites histoires différentes, etc. Ça bouge pas trop là aussi. Moi, je pense que tout ça, c'est dû au développement du jeu qui est excessivement cher et qu'aujourd'hui, prendre des risques en développant des nouvelles licences, Watch Dogs, c'est entre guillemets un risque parce que c'est une licence nouvelle et qu'il y a les moyens qui ont été mis derrière, mais que prendre des risques de 30, 40, 50 millions d'euros, c'est un risque que peu d'éditeurs peuvent se permettre. Donc finalement, ça va faire un peu comme le cinéma américain où on passe d'une franchise, le Pirates des Caraïbes 1, 2, 3, 4, qu'on préfère investir dans une licence que les gens connaissent, l'améliorer, le transposer dans d'autres époques que le premier épisode, pour être certain de capter le même nombre de personnes, mais dans d'autres univers, tout en gardant la même licence. Mais malgré tout, il faut innover dans le jeu vidéo, parce qu'après, c'est le serpent qui se mord la queue. Il faut malgré tout de nouvelles licences, oui, comme on dit, alors, mais après, il y a de nouvelles idées. On tombe sur le problème, en prenant The Crew, c'est quand même une nouvelle licence, ça reste un jeu de course, mais un jeu de course différent, dans le sens où, encore une fois, on rejoint les mondes ouverts. Un monde ouvert dans un jeu de course, ça s'est rarement vu. On a tendance à rester sur des circuits, etc. Avec The Crew, on voyage, je ne me trompe pas, sur l'ensemble de la carte des États-Unis. Un peu plus, pas aussi vaste, mais quand même, c'est quand même, des circuits sont excessivement nombreux et que les risques de lancement de nouvelles licences, ils se font moindres. Nintendo le fait et recycle ses jeux entre guillemets depuis 40 ans, 35 ans maintenant, et les joueurs sont toujours là. John Parks, Assassin's Creed, c'est un jeu qui a coûté combien par exemple Assassin's Creed 4? Alors on ne communique pas les chiffres précis sur le développement. Après, nous avons eu des fourchettes. Disons que ça coûte suffisamment cher pour être sûr effectivement d'avoir une qualité d'être sûr d'avoir la qualité à l'arrivée pour pouvoir le lancer. Les prochains sont déjà en préparation également? On a plusieurs équipes. On a une stratégie de développement chez Ubisoft qu'on appelle Studio Lead et Studio Associate. Qu'est-ce que c'est? Finalement, on a beaucoup d'équipes qui travaillent sur une licence comme Assassin's Creed et qui nous permettent effectivement de toujours être en train d'innover, d'apporter des choses nouvelles, de ne pas être avec des cycles de développement qui sont longs. Il faut combien d'années pour développer un jeu comme par exemple 2-3 ans pour développer des jeux comme ça. Déjà en train de travailler sur les précédents, on est sur les futures générations. Sur licence. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'actu sur Assassin's Creed, parce que c'est le jeu vidéo, mais c'est aussi la bande dessinée. Parce qu'ici en France, on lance aussi des bandes dessinées issues de la licence Assassin's Creed. Nicolas, un mot, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de Nintendo, mais qui est toujours un acteur important dans le domaine du jeu vidéo. Nintendo qui est un peu, qui a les résultats en demi-teinte avec la Wii U. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut enterrer Nintendo avec la Wii U? Est-ce qu'on peut imaginer un rebond là dans les semaines et les mois qui viennent avec de nouveaux jeux? Alors moi, j'ai croisé le responsable France de Nintendo au mois de juin dernier qui m'a assuré qu'avec les licences qui allaient arriver, alors encore une fois ce ne sont pas des nouvelles licences, hein, c'est du Donkey Kong, c'est du Mario, etc., du Zelda, qu'ils allaient pouvoir relancer leur console. Nintendo, je pense que le problème de Nintendo ne vient pas de la console elle-même, mais vient du moyen de communication qui a été fait au départ sur la console qui a été très mauvais, à savoir que les gens ne savaient pas si la nouvelle console c'était ce fameux gamepad uniquement. Et que c'était pas très clair. Voilà, au départ, le lancement ou l'annonce de la console était très mauvaise et qu'ils sont en train de payer les pots cassés justement. John Parks, vous suivez, vous êtes toujours derrière Nintendo? On est derrière Nintendo, d'ailleurs on a lancé... Mais c'est un peu compliqué, il faut quand même l'avouer, non, pour eux? Écoutez, les ventes, comme on le disait tout à l'heure, ont eu un peu plus de mal à démarrer qu'on le souhaitait tous. Maintenant, effectivement, on arrive maintenant dans la saison de Noël. Je pense que Nintendo vont mettre les moyens pour communiquer fortement autour de la console. Et on a vu récemment donc Zelda qui est sorti il y a 15 jours, je crois maintenant, qui a dynamisé les ventes. Et nous-mêmes, on vient de sortir notre Just Dance 2014, aussi bien d'ailleurs sur la Wii que sur la Wii U. Et on continue à soutenir cette plateforme. J'imagine que vous êtes attentif quant aux résultats de vente sur Wii U, parce qu'au bout d'un moment, vous perdez de l'argent. Si vous développez un jeu sur une console et qu'il ne se vend pas, c'est problématique, non? Bien sûr qu'on reste attentif et on souhaite que cette console continue à croître. Après, on fait toujours confiance à Nintendo qui sont extrêmement créatifs et qui prennent un parti pris différent. C'est ce qu'on voit sur la Wii U. Et l'enjeu pour nous, les éditeurs, c'est de développer des jeux qui justement exploitent
leur spécificité, la gamepad, on en parlait notamment tout à ce l'heure. double écran, hein, qui est la particularité de la Wii U. John Parks, alors Ubisoft est dans la cour des grands depuis très longtemps. Hein. Comment ça se passe pour les éditeurs français aujourd'hui? Est-ce que Nous avons la chance, déjà chez nous, mais aussi parmi tout l'écosystème de jeux vidéo en France, d'avoir parmi les meilleurs créateurs de jeux vidéo dans le monde. On a la chance d'avoir des excellentes écoles d'ingénieurs qui derrière poursuivent leur carrière dans les jeux vidéo. Mais est-ce qu'ils restent en France, ces ingénieurs? Est-ce qu'ils restent en France, ces ingénieurs? Il y en a qui restent en France, il y en a qui vont aussi à l'étranger, on ne peut pas se le cacher. Mais ici au Paris Games Week aujourd'hui, au Paris Games Week pendant cette semaine, vous aurez les consommateurs, les gens qui viendront visiter, auront l'occasion d'aller voir justement quelques-uns de ces studios et ces créateurs qui sont en grand nombre et qui aujourd'hui représentent un tissu et une valeur pour l'industrie extrêmement importante. Donc la French Touch est présente. La French Touch, comme on aime l'appeler. Même si on est quand même sur un marché worldwide, global, et qu'aujourd'hui 80% des ventes des jeux vidéo se font à l'extérieur de la France parce qu'on est vraiment sur un marché mondial. Eh bien, merci à tous les deux. Merci Nicolas. Merci. Oui, merci. Merci à vous. Nicolas Gavet, journaliste spécialisé dans le jeu vidéo. Et merci à John Parks, directeur général d'Ubisoft France. Merci de nous avoir accueillis chez vous, ici, Ubisoft. Sur ce super stand, c'était très sympa. Merci, on était très heureux d'être là. Et voilà, ce grand talk spécial jeux vidéo du Paris Games Week est terminé. N'hésitez pas à nous suivre, hein, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Google+. Et je vous rappelle que la chaîne Techno 01net, c'est tous les jours, toute l'actualité high-tech en vidéo. On compte sur vous pour nous suivre. Et on revient bien entendu demain. D'ici là, vous serez peut-être venu faire un tour ici à la Paris Games Week, à la porte de Versailles, pour découvrir toutes ces nouveautés. Et nous, on va jouer avec Jérôme là tout de suite. Là, Il faut qu'on se repose un petit peu maintenant. À très vite. Salut à tous.